Le sionisme est une idéologie coloniale et que, comme toute idéologie coloniale, elle doit être combattue. On a souvent oublié que, jusqu'à une période récente, les Juifs n'étaient pas sionistes dans leur grande majorité. Alors, la tradition à laquelle j'appartiens, c'est une tradition qui a été génocidée, dont il ne reste plus grand-chose, mais les Juifs n'étaient pas sionistes. Sonia Diane Herzbrun, c'est un privilège de vous accueillir aujourd'hui au micro de la Sapience pour discuter de votre dernier livre. Vous êtes professeur émérite de sociologie politique à l'Université Paris-Cité et une figure marquante de la pensée critique contemporaine. Dans votre essai intitulé Le sionisme, une invention européenne, publié à la maison d'édition Lux Éditeur, vous défendez la thèse que ce mouvement est une construction politique, née en Europe au XIXe siècle, et non l'aboutissement d'une tradition religieuse ancienne. Vous démontrez comment cette idéologie a transformé le récit biblique en un véritable titre de propriété pour légitimer une entreprise de colonisation et de dépossession. Bonjour Sonia, ça va bien? Bonjour. Ça fait vraiment plaisir de vous recevoir ici aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Voilà, c'est un honneur. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et explorer les nombreux thèmes de votre essai, est-ce que pourriez-vous nous dire quelles sont les raisons qui vous ont poussé à écrire ce livre? Ce sont des raisons très personnelles, en réalité. Alors, ce sont des raisons très personnelles. J'ai été totalement bouleversée à partir du 8 octobre, par ce qui se passait à Gaza. J'ai été très mal et il m'a semblé absolument essentiel d'écrire ce livre justement pour mettre les choses au clair. Alors, j'avais déjà travaillé sur ces questions. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire sur les idées politiques au XIXe siècle, sur le socialisme, sur les utopies. Et puis, je dois ajouter aussi que je viens donc d'une famille juive non sioniste et que la politique israélienne me choquait particulièrement. Et mon projet, c'était en réalité, comme je l'ai dit quelquefois, c'était de libérer le judaïsme du sionisme. Donc j'ai mobilisé mes méthodes, toute ma méthodologie de sociologue du politique, ce qui est finalement ma profession principale, pour relire des textes, pour les relier et pour rédiger ce livre. C'était à la fois une façon de rester fidèle à une tradition qui m'a été inculquée. On croit souvent que c'est une rupture, mais pour moi pas du tout. C'est la continuité. Je me disais, que dirait mon père s'il voyait ce qui se passe en ce moment? Puisque moi j'ai été élevée dans une tradition où on m'enseignait que Dieu nous avait donné la loi, pas la terre, voilà, et que de toute façon il n'était pas question d'aller en Palestine tant que le Messie ne serait pas revenu, et puis qu'on ne pouvait pas faire aux Palestiniens, mais dès 1948, mon père s'indignait du sort réservé aux Palestiniens qui devenaient des réfugiés comme nous l'avions été, puisque moi je suis une survivante du génocide des Juifs d'Europe. Donc toutes ces raisons sont des raisons vraiment profondément personnelles, mais en même temps j'ai mobilisé tout un savoir acquis au cours de très longues années, et puis une méthode de travail, bien sûr. J'ai l'habitude d'écrire, j'ai beaucoup écrit, j'écris tout le temps, donc voilà. Justement, donc vous mentionnez que ce n'est pas une rupture, mais plutôt une continuité. Le titre de votre essai est assez révélateur, donc assez clair. Ça mentionne que le sionisme est une invention européenne. Pourquoi avez-vous choisi ce titre? Ce titre, d'abord parce qu'on a souvent oublié que jusqu'à une période récente, les Juifs n'étaient pas sionistes dans leur grande majorité. Alors la tradition à laquelle j'appartiens, c'est une tradition qui a été génocidée, dont il ne reste plus grand-chose, mais les Juifs n'étaient pas sionistes, c'était pas leur problème. Donc, mais alors une invention européenne parce que là, c'est une invention à plusieurs titres, au niveau chronologique. Le sionisme a d'abord été inventé
en Europe, plus exactement en Angleterre, au XVIIe siècle, à l'intérieur d'un mouvement important qui était un mouvement à la fois politique et religieux, qui était le mouvement des Puritains, à la tête duquel se trouvait Oliver, si on veut, Cromwell. Donc c'est vraiment, il y a quelque chose qui s'est inventé à ce moment-là, qui était le sionisme chrétien, et le sionisme chrétien qui a une telle influence aujourd'hui aux États-Unis et qui a laissé une trace importante en Grande-Bretagne, et qui du coup a ressurgi au XIXe siècle, au moment où la Grande-Bretagne a développé des visées impérialistes. Donc il y a cette historicité, il y a cette inscription d'abord du sionisme dans une histoire proprement chrétienne de l'Europe. Et puis le deuxième volet, c'est que les fondateurs du sionisme, cette fois-ci les fondateurs juifs du sionisme, étaient tous des intellectuels qui avaient été formés dans des universités européennes et qui ont mobilisé des concepts qu'ils avaient acquis dans les universités européennes. Donc du point de vue de la théorie politique du sionisme et du point de vue de son origine historique, c'est véritablement une invention européenne. Et j'aime bien ça parce qu'on rentre dans le vif du sujet. Dans le premier chapitre du livre, vous parlez notamment des fondements de ce sionisme chrétien, notamment des fondements qui viennent du puritanisme anglais du XVIIe siècle. Ce que je voudrais savoir, c'est quel était l'objectif derrière ce sionisme chrétien à cette époque? D'abord, c'était une espèce de moment où la Bible a été traduite en anglais. Le puritanisme était un mouvement dissident politique qui s'opposait à la religion anglicane et qui a substitué la République à la royauté en Angleterre. Et il y avait une espèce d'inspiration mystico-messianique aussi dans ce mouvement. Qui faisait que, par exemple, Oliver Cromwell lui-même se vivait comme un héros biblique. Et quand les puritains ont perdu le pouvoir et qu'ils ont dû partir, ils sont partis sur la côte est des États-Unis avec l'idée qu'ils allaient reconstituer la terre promise, mais non pas, comme ça a été ensuite au XIXe siècle, sur la terre de Palestine, mais sur la côte américaine. Donc il y avait une espèce d'hallucination, si je peux dire. Et il y avait aussi quelque chose qui est une forme de philosémitisme d'État qu'on retrouve aujourd'hui, mais qui était une modalité de l'antisémitisme, parce que ce que prenait le messianisme, ce sionisme chrétien, comme dans sa forme messianique, c'était que il faudrait par la suite que les Juifs retournent en terre promise, mais qu'une fois qu'ils seraient retournés en terre promise, ils devraient tous se convertir au christianisme et qu'à ce moment-là, ils seraient abolis en tant que Juifs et le Christ pourrait réapparaître sur la terre. Donc c'était l'idée d'un retour possible du Christ par ce mouvement de retour. Donc, c'était vraiment une volonté d'envoyer les Juifs en Palestine pour qu'ensuite ils deviennent des chrétiens. Ils deviennent des chrétiens. Alors, c'est ça. Donc, ça a été formulé de différentes manières. C'est-à-dire ça s'est transformé au cours du temps, mais c'était ça l'objectif. Et il y a une chose que je n'ai pas dite aussi, c'est que... avec le sionisme apparaît aussi le sionisme défend l'idée de l'existence d'un peuple juif. Et cette idée d'un peuple juif est aussi une idée, alors je ne dirais pas européenne, mais chrétienne. C'est l'idée des Juifs comme peuple maudit, condamné à l'errance, parce que c'est le peuple déicide, c'est le peuple qui a tué Jésus. Et... donc, il y a l'idée de cette errance à partir d'un centre qui serait la Palestine de l'époque biblique. Donc, il y a une adhésion à cette idée d'un peuple, parce qu'en fait, il n'y a pas de peuple juif. Il y a des communautés religieuses, mais il n'y a pas de peuple. Et l'idée de peuple elle-même est comme peuple maudit. Et
et un peuple élu, peuple maudit. Je veux dire, ça fait une espèce de couple bizarre, est emprunté directement au christianisme, à la tradition chrétienne. Oui, parce que dans le livre, vous mentionnez que c'est le récit chrétien médiéval qui a progressivement changé l'image du juif en un éternel Errant, en errant. étant un éternel errant. C'est pour ça, moi, personnellement, je récuse la notion de diaspora. C'est la diaspora, ça renvoie à un centre à partir duquel on aurait été dispersé. Et les historiens, mais c'est très difficile parce que justement, comme ça contredit la doxa ou la asbara qui sioniste, hein, qui est au fond de l'idéologie répandue, enfin, qui est fondatrice d'Israël, veut qu'il y ait un peuple qui a été dispersé et qui se rassemble. Or, l'idée d'un peuple dispersé est empruntée vraiment, vraiment à la tradition, effectivement, chrétienne moyenâgeuse. Et donc, on constate qu'il y a vraiment ce, il y a vraiment cette théorisation qui est faite du côté religieux, donc du protestantisme anglais, euh, mais il y a aussi une récupération géopolitique, disons, parce que en lisant votre livre, vous mentionnez que, par exemple, Lord Palmerston a encouragé l'installation juive pour sécuriser des intérêts géopolitiques. Oui, c'est ça. Alors, ce sionisme chrétien, il était resté quelque part à l'état latent, c'est-à-dire il était toujours présent en Grande-Bretagne, et puis il a ressurgi dans une espèce de conjonction entre des visées impérialistes britanniques qui voulaient occuper la Palestine pour des raisons essentiellement géopolitiques, stratégiques, économiques, mais liées aussi à un projet messianique. Hein. Donc il y avait vraiment les deux très intimement liés, c'est-à-dire que c'était pas séparé. Et tous ces gens-là étaient à la fois très très pragmatiques sur le plan politique et en même temps étaient persuadés qu'il fallait revenir à la terre promise et que la Grande-Bretagne serait l'instrument de ce retour. Et c'était aussi une façon pour l'Angleterre de cette époque d'assurer un chemin vers l'Inde. Absolument, absolument. D'assurer un chemin vers l'Inde, de développer. Alors ayant lu le texte biblique, il pensait que c'était effectivement une terre extrêmement fertile. Donc, les populations locales, selon eux, n'avaient pas réussi à la mettre en valeur. Donc, des colons réussirait à la mettre en valeur et à en tirer toutes sortes de profits. Alors, il y avait cet aspect-là, la mise en valeur, l'idée aussi d'apporter la modernisation, parce qu'on ignorait complètement ce qui en était du développement interne hein, de cette région à la même époque. Donc, c'est un projet complexe. Hein. Mais je crois que la phase... religieuse, hein, ou plutôt la face religieuse est très, tout le temps présente. Alors, il y a des géographes, par exemple, qui vont sur place. C'est d'une certaine manière les débuts de la géographie humaine, hein, qu'on appelle la géographie humaine, mais ils y vont pour chercher les traces de la Bible. Et les gens qui habitent là-bas n'ont pas à y être. Finalement, ça les intéresse pas. C'est pas du tout. Ils les intéressent pas. Ce qui les intéresse, c'est de retrouver ce qui est dans leur imaginaire, la Palestine antique, où coulait le lait, le miel, etc. Mais c'est ce que j'ai trouvé intéressant en lisant ce chapitre-là parce que on constate qu'il y a notamment des géographes, des explorateurs qui vont en Palestine, en Orient, pour retrouver ces sources bibliques. C'est ça. Mais j'ai l'impression qu'ils ne s'intéressaient pas aux populations locales. Ils ne s'intéressaient pas, ils les regardaient, mais ils les méprisaient beaucoup. Alors, ils s'intéressaient un peu aux élites, mais à part les élites, ils ne s'intéressaient pas du tout aux populations locales. Et il y avait un très, très grand mépris. Et ils cherchaient de toute manière, ils cherchaient à voir ce qui avait été là dans le récit biblique. Et très vite, dès la fin du 19e siècle, ça aboutit aux premières recherches archéologiques, alors qui maintenant se multiplient, pour chercher sous le paysage existant ce qui confirmait, corroborait le récit biblique.
Et dans la conclusion de ce chapitre, vous mentionnez notamment que c'est vraiment la déclaration de Balfour de 1917 qui marque l'aboutissement politique de cette alliance historique entre messianisme chrétien et visée impérialiste. Absolument, absolument. Et Balfour avait le plus grand mépris pour les Arabes. Il était également antisémite. Je veux dire, ça il l'avoue. Il disait que les Juifs étaient une race. Bon. Donc il adhérait complètement à la. Et il voulait aussi se débarrasser des Juifs qui l'encombraient. Mais il y a une rencontre entre les deux. Et puis Balfour, il était appelé le boucher d'Irlande. C'était quelqu'un qui avait été gouverneur de l'Irlande et qui avait exercé ses fonctions avec une très très grande cruauté. Donc Balfour c'est lui qui a entériné la colonisation de la Palestine par cette émigration juive et sioniste qu'il légitime. Et c'est là qu'on passe au deuxième chapitre de votre livre où vous parlez vraiment de l'antisémitisme de l'époque. Donc, dans cette volonté impérialiste, il y avait aussi une volonté de débarrasser l'Europe des migrations juives qui arrivaient de l'Est. Voilà, mais des Juifs les plus dépourvus, démunis, c'est-à-dire que les Juifs, c'est une société complexe avec toute une élite intellectuelle, une élite industrielle, une élite financière, des philanthropes. Il y a des gens qui étaient anoblis et qui entraient même à des niveaux très élevés dans la vie politique. Il y a eu le premier ministre de la reine puis impératrice Victoria d'Israël. Donc il y avait toute cette lit de la société, enfin en tout cas considérés comme les migrants aujourd'hui, qui étaient les Juifs qui avaient fui les pogroms de l'Est dont on voulait se débarrasser et contre lesquels il y avait des manifestations, des protestations de toutes les façons. Donc il fallait les envoyer ailleurs. Alors eux, en réalité, ils ne voulaient pas partir en Palestine. On en a des quantités de témoignages. Ils auraient souhaité rester en Angleterre, ils souhaitaient partir aux États-Unis, beaucoup sont partis aux États-Unis, mais la Palestine était un endroit où les envoyer pour débarrasser le territoire anglais de ce qu'on appelait les aliens. On ne les désignait jamais comme juifs, on les désignait comme les étrangers. Et il y a eu des lois contre les aliens, contre les étrangers. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'à cette époque, on cherchait un endroit pour les Juifs. Donc, dans le livre, vous mentionnez le cas de l'Ouganda, de l'Argentine, mais l'endroit qui était plutôt privilégié, c'est finalement la Palestine. Oui, alors ça c'est Herzl. Herzl, c'est une trajectoire un peu différente. Herzl, il avait été étudiant à l'université de Vienne. C'était un grand admirateur de Hegel. Il avait une très grande admiration pour la théorie de l'État de Hegel. Et son idée, c'était de fonder un État pour les Juifs. Donc, et l'État, finalement, il n'était pas du tout croyant, Herzl. Donc, la Palestine, ça n'intéressait pas plus que ça. Il cherchait simplement un territoire. Mais les Britanniques, le seul endroit où il a eu vraiment une écoute, c'est auprès des Britanniques qui, eux, voulaient coloniser la Palestine. Et puis, par ailleurs, il y avait une aile, plus religieuse parmi les sionistes qui rêvaient du retour à ce qu'ils appelaient Sion. On les appelait les amants de Sion. Et il y a eu donc c'était un compromis, c'est-à-dire que Herzl a compris, c'est un fin politique, que cette région-là, pour emmener les Juifs dans cette région-là, il aurait un appui de la Grande-Bretagne. Et puis par ailleurs, à l'intérieur même du mouvement sioniste, ça rendait possible une conciliation. Donc le choix de la Palestine comme objectif, c'est vraiment un compromis entre différentes pressions. Et ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il y a une certaine convergence paradoxale entre, disons, les intérêts des dirigeants antisémites européens de l'époque, mais aussi des premiers promoteurs du projet sioniste, dans le sens que ces promoteurs-là voulaient envoyer les Juifs dans un territoire et l'argument qu'ils amenaient auprès des politiciens antisémites, c'est de leur dire, on va, entre guillemets, nettoyer l'Europe
Absolument. Oui, bah, il voulait se débarrasser de toute façon des juifs, enfin des juifs les plus pauvres. Hein. C'était toujours du prolétariat juif ou des gens qui étaient au chômage, Bon, donc les dirigeants européens voulaient s'en débarrasser et Herzl a proposé de les débarrasser. Alors en plus avec, par exemple en Russie, un argumentaire politique en disant que ces masses qui vivent, enfin cette bourgeois, ces gens désœuvrés, enfin ce prolétariat, ces déclassés, etc., ces gens très pauvres, ils vont rejoindre les rangs des révolutionnaires. Il y a tous ces mouvements révolutionnaires communistes, anarchistes, etc., qui se développaient à travers l'Europe et surtout à travers l'Est de l'Europe. Et donc, il proposait de débarrasser l'Europe de ces gens-là. Mais je veux dire, ces caractéristiques, je veux dire, c'est pas simplement le sionisme. Je veux dire, au 19e siècle, la colonisation, on a envoyé dans les colonies les gens dont on ne voulait pas. Pour la France, c'était vrai. Pour la Nouvelle-Calédonie, on a envoyé les communards de 1870. On a envoyé des gens d'Algérie qui s'étaient révoltés. Donc, les colonies ont toujours été aussi, au départ, peuplées par des gens dont on se débarrassait. Moi, mon idée, c'est que le sionisme n'est pas... C'est un phénomène colonial et une idéologie coloniale parmi d'autres au 19e siècle. Et que ce qui pose problème, enfin ce qui interroge et ce qui fait qu'il faut pousser les choses un peu plus loin, c'est la persistance de cette idéologie, alors que les autres idéologies, finalement, se sont perdues de leur pertinence et on n'y adhère plus aussi avec autant d'enthousiasme. Et vous avez mentionné également, et je crois que c'est important de le mentionner, parce qu'on le constate aussi en lisant votre livre, c'est que dans le projet sionisme, on parle d'un peuple juif. Mais à l'époque, il y avait une grande diversité, soit sociale, culturelle et linguistique des Juifs. Donc, ces Juifs-là faisaient partie de classes sociales différentes, de différentes régions de l'Europe. Ils parlaient des langues différentes également. Absolument. Et puis, on ne tenait pas du tout compte, on ignorait complètement les autres juifs, c'est-à-dire les juifs du monde arabe. Enfin, il y a eu des juifs. Il y avait des juifs en Chine. On a des témoignages des jésuites, je crois, au XVIIe siècle, sont allés en Chine, qui étaient étonnés de trouver des juifs. Il y en avait en Inde. Moi, j'en ai connu. Il y en avait à travers le monde. Il y a eu des juifs des communautés juives en Afrique. Donc, ça, on les ignorait totalement. Mais même en Europe, les Juifs étaient extrêmement divisés. Ils étaient divisés effectivement socialement. Il y avait des classes sociales et puis effectivement, ils parlaient des langues très différentes les uns des autres. Alors, la seule chose commune, c'était effectivement la pratique religieuse et la langue sacrale qui était l'hébreu ancien. Vous avez parlé notamment de cette diversité des Juifs qui sont partout dans le monde. Oui. Mais si je ne me trompe pas, Theodor Herzl avait une idée assez péjorative des Juifs d'Orient. Des Juifs d'Orient, oui. Ceux qui étaient à Jérusalem, il les méprisait beaucoup. Il n'en a pas rencontré d'autres, il les connaissait pas. Hein. Mais il a fait une fois un voyage, il les méprisait beaucoup, les Juifs d'Orient, oui. Non, il voulait, parce que c'était en fait des orientaux comme les autres, hein, voilà. Et qu'il voulait, c'était l'image de l'oriental qui est c'est une des thématiques, un des tropes, une des idées de l'antisémitisme. Hein. Et donc, au 19e siècle également, il y a les mouvements nationalistes. Donc, c'est vraiment des mouvements qui sont théorisés notamment par des intellectuels pour construire vraiment une certaine idée de la nation. Et le sionisme s'inscrit également dans ces mouvements nationalistes. Oui, parce qu'il y a des mouvements nationalistes. Alors c'est après 1848, hein, il y a une floraison de mouvements nationalistes qui accompagnent l'érosion puis l'effondrement des empires. Hein. Les grands empires, en fait, à l'intérieur des grands empires, que ce soit l'empire habsbourgeois, l'empire austro-hongrois, l'empire russe, l'empire ottoman, finalement, les différentes communautés coexistaient entre elles. Et puis,
il y a eu des revendications nationalistes de la part des groupes, soit des groupes qui parlaient la même langue, soit des groupes qui avaient la même religion, pour se constituer en tant que nation et en tant que nation politique. Donc ça a été un mouvement, enfin c'est ce qu'on appelait l'Europe des nations à partir de 1848. C'est un long mouvement avec à la fois d'éclatement des empires, de fédérations comme peu à peu la constitution de l'Allemagne, de l'unité italienne, etc. Et puis des petites nations. Alors ça a été ce mouvement s'est poursuivi surtout jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale avec l'effondrement de l'Empire ottoman. Alors le sionisme, oui, s'est inscrit dans cette logique-là, c'est-à-dire à vouloir constituer une nation finalement autour simplement d'une religion commune. Mais il y a d'autres exemples. Moi, je cite aussi l'exemple de la Grèce, par exemple. La Grèce était constituée par les habitants de religion orthodoxe de l'Empire ottoman. Donc, le nationalisme grec s'est constitué effectivement autour de cette orthodoxie en se revendiquant comme ancêtre la Grèce antique. Et alors ça a provoqué des déplacements massifs de population, c'est-à-dire les orthodoxes de l'Empire ottoman ont dû partir, ont été chassés vers la Grèce, et inversement les musulmans sont partis en Turquie. Donc ce sont des mouvements assez sont des mouvements très, je veux dire, qui sont assez oui, qui sont très caractéristiques du 19e siècle. Donc le sionisme s'inscrit là-dedans. Mais c'est aussi une façon, enfin, je crois qu'il y avait aussi pour les pays européens, il y avait quelque chose d'insupportable dans le fait d'avoir des gens qui avaient des liens entre eux, comme l'avaient les Juifs, tout en habitant dans des États différents. Mais c'est ça, c'est donc une des particularités, notamment de ce mouvement nationaliste, parce que les Juifs étaient dans différents pays. Étaient éparpillés, vivaient dans plusieurs territoires, sur des territoires et dans des États très différents. Et c'est pour ça qu'on parle d'un nationalisme diasporique. On parle d'un nationalisme diasporique. Mais oui, parce qu'ils étaient dispersés. Oui. Bien sûr, on parle souvent à propos du sionisme d'un nationalisme de diaspora, oui. Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir quels étaient les arguments qui étaient amenés pour ce nationalisme. Parce que, comme vous l'avez mentionné, pour les autres mouvements nationalistes, les Italiens par exemple, etc., ils étaient déjà dans un territoire, ils partageaient une langue commune. Oui. Mais ce n'était pas le cas des Juifs. Donc, oui, donc là, on est entré justement dans toute la construction de créer fabriquer une langue commune, c'est-à-dire l'hébreu moderne, se trouver un territoire. C'était la terre promise, la terre sainte, la terre promise, et puis de s'inventer une histoire, et au lieu de l'histoire réelle, parce que l'histoire des Juifs qui étaient là, ça aurait été très très compliqué. Et puis il n'y a pas de tradition historique chez les Juifs. C'était renvoyé à l'histoire biblique. Donc ça a été toute une construction qui est l'œuvre du sionisme. Hein. Et puisque vous parlez de la Bible, il y a notamment un chapitre qui parle de comment la Bible est utilisée comme une arme. Comme une arme, oui. Et vous mentionnez que la Bible est transformée en un document historique fiable, servant de titre de propriété juridique exclusif sur la terre de Palestine. Voilà, mais ça continue à être là. On continue. Je sais pas, il y a quelques années, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU a brandi la Bible en disant c'est notre titre de propriété. Oui, oui. Mais alors c'est la Bible. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Ça, c'est le livre. Enfin, nous, on dit la Torah, lu d'une manière chrétienne. C'est-à-dire que
dans la tradition juive, le texte sacré n'est jamais lu littéralement. Il est interprété, c'est ce qu'on appelle le Talmud, mais dans le Talmud, il y a interprétation sur interprétation sur interprétation, et l'interprétation ne s'arrête jamais. Donc on ne prend jamais rien au pied de la lettre, et tout est interprété, interprétable, y compris dans la Kabbale, une lettre, ça, parce qu'il y a, qui peut prendre une signification. Donc, alors que à cette approche du texte, qui est une approche complètement qui n'est qu'interprétative, qui n'est jamais littérale, le sionisme substitue une lecture littérale, mot à mot, comme si c'était un texte d'histoire et un manuel de géographie du texte sacré. Et ça, c'est une lecture chrétienne. Je veux dire, c'est absolument aux antipodes de la tradition juive et aussi d'ailleurs de la tradition musulmane, hein, qui est aussi une tradition d'interprétation. Et à un moment, on dit qu'on a fermé les portes de l'ijtihad. On a cessé d'interpréter, il y a eu quelque chose de figé dans l'islam et que maintenant, heureusement, tous les mouvements qui relèvent de la théologie musulmane de la libération rouvrent les portes de l'Ijtihad, y compris les féministes musulmanes. Et c'est la même. Et voilà, on est un certain nombre, on va dire, on veut revenir aussi à cette véritable lecture du texte. C'est une lecture interprétative et pas du tout une lecture littérale. Et donc, si j'ai bien compris, il y a donc une rupture dans le sens que il y avait une interprétation traditionnelle des textes écrits, mais avec cette nouvelle interprétation chrétienne, disons, sioniste, ça vient totalement rompre la compréhension qu'on avait auparavant. Absolument, absolument. Ça vient rompre. Ça constitue ce qu'on peut appeler une théologie nationale. Donc, ce mélange de théologie et de nationalisme. Et puis, ça vient justifier les pires horreurs. C'est-à-dire que je dis dans le livre que, par exemple, on enseigne dans les écoles en Israël l'histoire de Josué comme si c'était un phénomène, une histoire qui s'était déroulée. On fait de Josué un grand héros, alors que quand il a pris Jéricho, non seulement il a tué tout le monde, tous les habitants de Jéricho ont été tués, mais on a même tué les animaux, exactement ce que font actuellement les colons en Cisjordanie. Donc il y a cette voilà. Donc ça devient, moi je dis, ça devient une arme. Ça devient une arme, et ça devient aussi une justification de conquête indéfinie, puisque on ne dit pas assez souvent. Mais il n'y a pas de constitution en Israël, il n'y a qu'une loi fondamentale, et que dans la loi fondamentale, il n'y a pas de frontières. Et dans le texte biblique, il n'y a pas de frontière parce qu'on ne sait pas. Je veux dire, les régions sont floues. Alors je dis, notre père Abraham, il vient d'Our, enfin en Mésopotamie. Je veux dire, alors certains voudraient aller jusqu'à l'Euphrate. Hein, et il y a toute la région du sud de Liban avait été donnée, je crois que c'est à Nephtali. Enfin, je sais pas. Dans le texte, c'est un des fils de Jacob, qui je crois, et Nephtali, à qui avait été attribué cette région, donc pourquoi ne pas la conquérir? Donc il y a là une justification à l'expansion, puisque dans le texte, enfin, prendre le texte à la lettre comme manuel de géographie, ça autorise absolument toutes les expéditions de colonisation. Et c'est ce qu'on entend aussi dans les discours des politiciens actuellement. Oui, alors moi aussi, une des raisons, je reviens à la première question que vous me posiez, c'est aussi que en lisant les premiers textes des fondateurs sionistes, je me disais, mais ça faisait totalement écho à ce que l'on entend aujourd'hui, hein. Et donc on a eu un moment là l'impression qu'Israël était un État laïque, c'est une image qui s'était donnée, mais pas du tout. Et alors aujourd'hui, ces propos, on les entend partout, hein. Oui, donc c'est vraiment une volonté d'expansion qu'Israël devienne, en se basant sur la Bible, comme vous l'avez mentionné, pour
pour une expansion territoriale. Une expansion territoriale, oui. Et avec l'appui des États-Unis, parce que maintenant le pouvoir aux États-Unis est entre les mains de ces mêmes sionistes chrétiens. Donc voilà, il y a une complicité là et une complicité idéologique très, très, très forte. Alors, je ne sais pas si pour Netanyahou, il est lui-même convaincu, parce que je ne crois pas que ce soit un homme ni très croyant, ni très pratiquant. Ça n'a rien à voir avec la pratique. Mais effectivement, ce texte est brandi comme le texte sacré est brandi comme un titre de propriété et une justification de déshumanisation, en plus des autochtones, hein, des Palestiniens, mais plus seulement des Palestiniens, maintenant, parce qu'il y a les Libanais, il y a les Syriens, et puis un droit à conquérir. Et notamment, vous parlez de cette dépossession des Autochtones, mais de la Palestine. Oui. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est une citation, je ne l'ai pas devant moi, mais une citation de votre livre où il y a je crois, un des politiciens anglais du 18e siècle, peut-être, ou 19e, qui faisait des parallèles avec les Autochtones du Canada. Absolument, absolument, mais avec les Autochtones du Canada, et puis d'Australie, avec les Autochtones du Canada, c'est la même chose. De toute manière, on a eu la paix, on les a mis dans des réserves, et puis les habitants c'est Gawler, je crois, les habitants non, Gawler, ils venaient d'Australie, les habitants de Palestine, on peut faire comme on a fait avec les Autochtones du Canada, on n'a qu'à les mettre dans des réserves et on aura tout à fait la paix. Donc, il y a eu cette utilisation de la Bible comme arme juridique, mais dans cette entreprise coloniale, vous parlez d'une certaine utopie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus? Eh bien, parce que, au 19e siècle, il y avait aussi de grandes théories utopistes, mais qui étaient toujours aussi des utopies coloniales. C'est-à-dire il y a eu de grands utopistes, hein, qui imaginaient qu'on pouvait créer un monde nouveau et un homme nouveau, mais en allant s'installer ailleurs. Alors, il y a eu des colonies qui ont été créées sur le sol américain. Il y en a même eu je crois, au Brésil ou en Amérique. Et puis, il y avait aussi un projet pour l'Algérie. Donc, c'était l'idée que les colons qui partiraient sur ces terres-là seraient régénérés, deviendraient des hommes nouveaux. Ce serait un monde nouveau, mais un monde bien, bien meilleur. Hein. Ce serait un nouveau monde bien meilleur. Et Herzl a écrit un roman, monde nouveau, enfin monde nouveau, monde ancien, monde nouveau, c'est-à-dire transformer le monde ancien en monde nouveau, où il imaginait ce que serait dans l'avenir la Palestine, une fois colonisée, modernisée, grâce à la colonisation. Donc la colonisation ne pouvait apporter que des bienfaits. Alors il y avait toutes sortes. On construirait une riviera, il y aurait des espèces de chemins de fer électriques qui passeraient au-dessus des gens. Enfin, ça devenait une espèce de paradis de paradis. Avec toutes les ressources de la modernité et même un peu visionnaire à la Jules Verne. Et c'est ça crée des parallèles aussi avec du colonialisme nord-américain, dans le sens que les colonisateurs, quand ils décrivaient les territoires, disons, du Canada, c'est comme si les peuples qui habitaient ici n'existaient pas, ou sinon, c'était des peuples selon leurs mots, eux, entre guillemets, arriérés. Donc, j'ai l'impression que dans le cas de cette utopie coloniale pour la Palestine, c'est même arriérés. Alors, à la limite, on peut les employer comme ouvriers, ou pour retourner la terre, c'est le meilleur service qu'on peut leur rendre. Et c'est très étonnant parce qu'à l'époque, il y avait un grand développement intellectuel et politique dans la région. Hein. C'était ce qu'on appelait l'époque de la Narda, c'est-à-dire la renaissance de la culture arabe, avec, y compris en Palestine, des journaux, des mouvements politiques, des intellectuels polyglottes, hein, formés dans les universités européennes, mais tout ça, c'est comme si ça n'existait pas. Mais c'est ça qui est surprenant, en fait. C'est justement que c'est comme si
Je crois qu'il y a une citation qui dit un territoire sans peuple pour un peuple sans Oui, territoire. oui, oui, il y a ça, un peuple sans terre pour une terre sans peuple. Mais moi, je pense, enfin, personnellement, je crois effectivement il y a ça, mais c'est pas l'idée d'une terre sans peuple. Enfin, c'est sans un véritable peuple. C'est-à-dire, moi, je crois plus à la thèse de la terre promise. C'est-à-dire que la terre n'appartenait véritablement qu'aux Juifs et ceux qui l'habitaient, les autochtones, n'avaient pas à être là. Et c'était des humains de qualité inférieure, hein. Donc, il n'était pas vide d'êtres humains, mais il n'avait pas à être là. Donc, il n'avait qu'à aller ailleurs. Il pouvait s'en aller. C'était plus ça. C'est-à-dire que la terre était vraiment promise aux Juifs, donc c'était eux qui avaient le véritable titre de propriété. Et les autres étaient finalement des intrus. Oui, parce que Theodore Herzl, dès 1895, prévoyait d'exproprier la population locale, justement, Voilà. pour qu'elle parte du Pour territoire. qu'elle parte. Alors, il y avait, enfin, ça c'était un texte dans son journal, oui, il a imaginé toutes sortes de choses, mais il a imaginé ce qu'on appelait le transfert, hein. C'est-à-dire qu'ils partent ailleurs, qu'on les transfère ailleurs. Pas qu'on les tue, je veux dire, le point où on est arrivé aujourd'hui, non, mais qu'ils partent ailleurs. Et dans le chapitre où vous parlez de cette utopie coloniale, vous parlez aussi des kibbutz. Est-ce Oui. que, c'est pour les gens qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est et en quoi ça a un lien avec cette utopie coloniale? Ben c'est-à-dire que dans l'utopie, tout devait être transformé, les rapports à l'éducation, en particulier la façon de vivre des gens de vivre. Donc les kibbutz ou les kibbutzim en hébreu, c'était il y en a encore, hein, des communautés, mais il y en a eu très peu. En fait, c'est 4% de la population israélienne, hein, qui a vécu dans les kibbutz, et les plus privilégiés. Donc avec au départ, donc c'était une communauté avec au départ un projet d'éducation des enfants en commun, sans les parents, une espèce, enfin, les parents étaient là, mais les enfants étaient élevés hors du cadre familial, une vie en commun, un partage. Alors bon, et ça correspondait à certaines utopies du 19e siècle, hein, Fourier, etc., d'une autre pédagogie, d'un mode de vie en commun. Et ça, donc, en réalité, c'est très, très minoritaire, mais c'est une image d'Israël qu'Israël a donnée de la même façon que on a donné comme image l'image d'un pays où régnait l'égalité entre les femmes et les hommes, et que c'était pas du tout le cas, en fait, hein. Mais ça fait partie de l'affichage, et d'un affichage utopiste, et auquel on a cru très longtemps. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que c'était vraiment un modèle d'éducation à une époque où on mettait en cause, hein, la famille, hein. Dans l'éducation des enfants, on considérait que la famille était à l'origine de toutes les névroses. On a donné comme modèle, hein, l'éducation dans les kibbutz. Et donc, si j'ai bien compris, alors les kibbutz, c'est vraiment des communautés qui se sont Des formées. collectifs, oui, qui se sont formés, oui. Et est-ce que ces kibbutz ont été utilisés pour coloniser la Palestine ou il n'y avait pas cette idée de colonisation derrière? Les décolonisations, enfin, au 19e siècle, il y avait il y avait aucune connotation négative, hein, au terme de colonisation, au contraire. Donc on le trouve tout le temps chez Herzl, et ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, je crois que l'image de la colonisation s'est estompée parce qu'il y a eu peu à peu une image négative, mais les kibbutz se sont construits sur des terres prises aux Palestiniens. Donc, alors quelquefois sur des villages détruits. Donc de fait, c'était des constructions coloniales. Et cette image coloniale, enfin, je ne le dis pas dans le livre, mais cette image coloniale d'Israël, c'est complètement dissoute à partir de la Deuxième Guerre mondiale, un peu avant, c'est-à-dire que Israël, enfin, déjà le mouvement sioniste et puis Israël a été présenté comme un mouvement de libération contre le colonisateur britannique.
Donc quand les Britanniques ont cessé d'appuyer l'immigration juive, avec en particulier le livre blanc, parce qu'ils étaient pris dans leur contradiction entre l'appui qu'ils donnaient au mouvement arabe et puis l'appui qu'ils donnaient aux juifs, il y a une image comme ça des sionistes qui étaient en fait, du sionisme qui était un mouvement de libération de l'impérialisme et de la colonisation britannique. Et donc, d'où une image de gauche, une image progressiste. Et la question que je me pose, notamment avec la création de ces kibbutz, quelle était la réaction des populations locales? Parce que forcément, comme on le disait, c'était pas des territoires dépourvus de population. Il y avait des gens en Palestine. Donc, quand il y a eu la création de ces kibbutz, est-ce que ça crée des frictions, des tensions? Les plus grandes, non. C'est-à-dire qu'il y a eu des mouvements de révolte, hein, mais les mouvements ont commencé dans les villes, surtout à Jérusalem, à Hébron. Donc, il y a eu des massacres. Et puis ensuite, il y a eu la grande révolte de 1934-1936, où cette fois-ci, les paysans, les populations des campagnes en Palestine ont pris les armes. C'est-à-dire, le fait est que beaucoup des propriétaires de ces terres n'étaient pas là, c'était des propriétaires ottomans, parce que la Palestine était au départ une province de l'Empire ottoman. Donc ils ont vendu. Au départ, ils ont commencé à vendre aux immigrationnistes, et puis les paysans qui de fait vivaient là, exploitaient les terres, étaient expulsés. Donc il y a eu de la violence, il y a eu de la révolte. Alors ça a été le commencement de la militarisation du coup de l'immigration sioniste avec Jabotinsky, parce qu'effectivement, tout d'un coup, ils n'arrivaient pas, ils se rendaient compte qu'ils n'étaient pas accueillis comme des libérateurs, et ça a été le début effectivement de la militarisation et du fait que depuis Israël s'est constitué comme entièrement autour de l'armée, comme une nation en armes uniquement. Hein. Mais donc bien sûr, il y a eu jusqu'aux grandes révoltes qui ont été matées, mais dans le sang de façon épouvantable, par les Britanniques alliés aux sionistes. Hein. Mais il y a eu des mouvements de révolte, il y a eu mais beaucoup d'abord dans les villes, et puis sporadiquement dans les campagnes, ce qui fait que très vite, les habitants des kibboutz étaient armés, hein, eux-mêmes, montaient la garde. Oui, et il y a quelques mois, nous avons reçu au podcast le professeur Rachad Antonius, notamment, qui parle selon lui, c'est une colonisation notamment, donc vraiment l'achat de ces terres et ensuite d'expulser les personnes de ce territoire. Sûr. Dans un des derniers chapitres de votre livre, vous parlez de désorientaliser les Juifs. Oui. Donc, l'idéologie sioniste a cherché à remplacer la figure du Juif courbé qu'il y avait à cette époque par celle d'un Juif pionnier occidental vigoureux et sain. Oui. L'image antisémite, c'est l'image effectivement du juif comme oriental, du juif. Alors, il y a à la fois il y a le juif fourbe, le juif courbé, sale, et puis de la femme qui est destinée à plus ou moins à la prostitution, en tout cas qui est l'incarnation de la sensualité, et toute cette donc il y a une image genrée, hein, selon les hommes et les femmes. Et donc, c'est un des grands objectifs de Herzl, c'est de régénérer, alors déjà dans tout ce discours du premier antisémitisme de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, les orientaux, les sémites sont dégénérés. Donc, ils sont dégénérés, donc il faut les régénérer. Et pour les régénérer, il faut les arracher au milieu dans lequel ils vivent, et il faut les transporter en Palestine. Donc là, il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'on veut qu'ils ressemblent aux Européens, mais sur un sol qui n'est pas l'Europe. Donc, c'est un projet très... Et ça s'est perpétué, c'est-à-dire que les Juifs d'Europe, dans le mouvement sioniste, ont été désignés comme dégénérés. Ben Gurion
parlait des Juifs qui sont morts dans les camps d'extermination comme des dégénérés qui se sont laissés conduire à l'abattoir comme des moutons, hein, oui. Et ça, c'est même Anna Arendt qui le cite dans Eichmann à Jérusalem, c'est un article du Davar. Et puis, il y a cette entreprise, elle a été aussi menée à l'égard des Juifs qui sont venus des pays musulmans quand ils sont arrivés en Israël, et puis les Juifs d'Afrique qu'on a appelés les falachas. Donc c'est leur arracher voilà, c'est en faire des quasi-européens. Alors ce qu'on appelle les sabras, c'est-à-dire ceux qui sont nés en Israël, des grands gaillards ou des grandes femmes fortes, blondes si possible, musclées, l'arme au côté. Donc c'est un projet, et c'est un projet qui se perpétue avec alors qui était avec un grand mépris pour les Juifs de la diaspora. On les appelait ceux qui ont... Enfin, on disait, il y avait aussi une chose horrible, hein, je ne dis pas dans le livre, je ne crois pas, mais que les Juifs qui avaient été génocidés, on les appelait les savons, parce que on disait que leur graisse avait été transformée en savon. Donc, c'est quand même des mots très durs. Mots très durs, des mots très durs. Et dans le livre, vous mentionnez notamment que les Juifs originaires des pays arabes, par exemple, ont subi des traitements humiliants. Humiliants, parce qu'on disait qu'ils étaient couverts de vermine. Alors, il y a eu des maladies qui s'en sont suivies parce qu'ils ont été traités pour les débarrasser de leur soi-disant maladie. Non, ils ont été traités mais les Européens aussi, hein. Les Européens aussi, ceux qui... Enfin, pour beaucoup de rescapés du génocide, il n'y avait pas d'autre solution. Sur toutes les portes se fermaient à eux. Il y avait comme seul moyen de vivre et de survivre, c'était d'aller dans ce pays qui était en train de se créer, parce que il fallait des Juifs pour le peupler. Donc on les a acceptés, on les a accueillis, mais très durement au départ. Et en les humiliant, en les logeant dans des cahutes, en leur donnant des gens qui étaient diplômés, ils étaient obligés de revenir à du travail manuel. Et ils devaient devenir de véritables Israéliens, perdant leur caractère orientaux. Exactement. Donc, dans cette, comment je pourrais dire, dans cette formation de l'idée du juif, du nouveau juif, mais il y a aussi un certain lien qui est créé avec la militarisation de la société. Je crois que vous le mentionnez dans le livre. Oui, la militarisation de la société, c'est-à-dire que aussi dans le préjugé antisémite, le juif est féminisé. Mais ça, c'est même dans l'anti-judaïsme chrétien, dès le XVIe siècle. Enfin, c'est lié à la circoncision, c'est lié à toutes sortes de choses. Les juifs ne sont pas véritablement des hommes, enfin des hommes, des mâles, on va dire. Et en plus, ils n'avaient pas le droit de porter les armes. Donc, donc l'inverse, c'est justement d'en faire un peuple totalement militarisé dès le plus jeune âge, avec les armes comme Bible, c'est-à-dire vraiment le fait de servir à l'armée, d'être soldat comme idéal. Ouais, donc il y avait vraiment toute une logique guerrière dès la fondation. À la fondation de l'État, c'est sûr, mais la logique guerrière, elle n'est pas du tout chez Herzl. L'armée ne l'intéressait pas. Mais elle apparaît dès les premières colonies, parce que ça va aller en se développant de plus en plus avec eux. Donc, et avec la fondation de l'État, c'est systématisé. Et les Palestiniens, par exemple, n'ont pas le droit. Donc, le stigmate est inversé. Ils n'ont pas le droit de servir dans l'armée. Et dans la conclusion de votre livre, vous parlez, mais vous évoquez, disons, l'échec des accords d'Oslo et l'impossibilité actuelle de la solution à deux États. Oui. Et donc, vous amenez une proposition d'un État commun laïque, vraiment garantissant l'égalité citoyenne absolue. Est-ce que
Vous pouvez nous en parler un peu plus de cette proposition? Ben, c'est une utopie. On a un certain nombre à la partager dans son dernier livre, hein, qui a mis du temps à être traduit en français. L'historien Rachid Khalidi conclut sur le même espoir en disant, bien sûr, c'est transformer cet État en un État commun pour tous, avec effectivement la justice, l'égalité. Moi, je parle jamais de paix parce que la paix, ça peut être la paix des cimetières. On tue tout le monde et on a la paix, comme la Pax Romana. C'est effectivement la justice et l'égalité, mais en redonnant. Alors ça signifie d'avoir beaucoup d'imagination. Parce qu'il faut redonner tous leurs droits aux Palestiniens. Il y a la question des terres, il y a toutes sortes de questions, donc tout ça. Mais c'est construire un État commun. Alors, ceux des Juifs qui ne voudront pas rester, qui s'en aillent. Mais c'est faire un État commun. Cela étant, c'est une utopie, mais il n'y a plus que les utopies aujourd'hui qui donnent un petit peu d'espoir. Parce que la solution à deux États, d'abord, elle est très injuste. Hein. Elle est très injuste. Et elle ne résout, enfin, même ceux qui ont défendu cette solution à deux États, c'était sur une minuscule portion de ce qu'on appelle la Palestine mandataire, c'est-à-dire au maximum 23%. Elle ne règle pas du tout la question des réfugiés. Elle ne règle pas la question des Palestiniens qui sont sous-citoyens en Israël, parce que depuis qu'Israël a été déclaré, je crois que c'est en 2018, on a changé la loi fondamentale, c'est un État pour les Juifs, hein, donc du coup, les Palestiniens sont des sous-citoyens et de fait, ils ont de moins en moins de droits. Donc aucun de ces problèmes n'est réglé. Et enfin, moi, c'est la lecture d'Edouard Saïd qui très vite m'a convaincu que c'était la seule position. Mais moi, j'étais aussi hostile aux accords d'Oslo, qui est un piège. Hein. C'est un piège, mais c'est un piège qui a permis le développement de la colonisation en réalité, et un piège dans lequel malheureusement des dirigeants palestiniens sont tombés pour toutes sortes de raisons. Enfin, Rachid Khalidi en parle très bien dans son livre. Mais pour moi, c'est la seule issue. C'est la seule issue, compte tenu de l'antisémitisme réel, hein, qui persiste dans beaucoup de pays d'où les Juifs sont originaires, en particulier en Europe. Vous mentionnez que c'est une utopie, mais est-ce que cette idée d'un État commun existait déjà avant la fondation d'Israël? Enfin, il n'y avait pas l'État commun. Il y a eu des groupes, alors des groupes sionistes qui défendaient l'idée d'un État binational, mais ils étaient tout seuls. Je veux dire ils défendaient l'idée d'un État binational, mais ils n'en parlaient pas. Il n'y avait pas d'échange avec les habitants, avec les Palestiniens. Moi, binational, enfin oui, ça existait de fait avant la création de l'État, mais uniquement chez certains sionistes juifs qui étaient Donc c'était une option assez marginale. C'est une option très marginale et qui ne s'est jamais réellement même concrétisée dans des mouvements ou dans des vrais contacts. Alors que là, l'État commun, c'est quand même, on travaille, on a des groupes, un travail entre Palestiniens, Israéliens et Juifs comme moi. Donc c'est un vrai projet qu'on a en commun, parce que voilà, c'est plus une idée. C'est plus une idée qu'on a à quelques-uns. Et puis, ce qui me gêne, la gêne que j'ai aussi par rapport à cette vieille idée d'un État binational, c'est que, en réalité, on ne prenait pas vraiment en compte les Palestiniens. On parlait des Arabes. Donc, le rapport des Palestiniens à leur terre, on le mettait entre parenthèses. Il n'y avait pas de véritable contact avec tous ces grands intellectuels palestiniens qui ont été... Il y avait de très grands intellectuels. Hein. Rachid Antonius a dû en parler, parce qu'il y avait son... Je ne sais pas si c'était son grand-oncle, enfin Georges Antonius, il y avait des gens... Il y avait des gens très importants. Il y avait toute la famille des Khalidi. Enfin, il y avait des... Bon, mais... Donc, ces contacts n'existaient pas. Donc, c'était une espèce d'imaginaire, mais il y avait une espèce d'arabe imaginaire. Et je crois qu'aujourd'hui, on travaille vraiment ensemble. Donc ça, les choses sont. C'est un projet qui vient des deux côtés.
Alors, un des premiers à l'avoir énoncé, c'est bien, enfin, sous sa forme actuelle, c'est Édouard Saïd, mais avec d'autres, avec tout de suite, avec par exemple quelqu'un, mon Dieu, je retrouve son nom. Mais en fait, c'est la question que je voulais poser, c'est pour les gens qui veulent euh, en apprendre plus sur cette proposition d'un État commun, quel auteur ou autrice vous nous conseillez de lire? Ah bah moi, enfin bon, il y a le livre il y a un très beau livre tout petit à la fabrique d'Eyal Sivan qui est très 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 bien, qui s'intitule L'État commun, hein, qu'il a écrit avec Éric Hazan, qui a quelques années, mais je le trouve remarquable ce petit livre. Donc pour moi, c'est vraiment une base, c'est vraiment une base. Parfait. Et donc, Non, j'avais perdu le nom de l'homme politique israélien avec qui Edouard Saïd échangeait donc, sur cette idée de l'État commun, c'était Mati Peled. Donc c'est quelque chose qui s'est construit et maintenant on le construit, je veux dire, en collaboration. et justement, donc on a exploré vraiment les chapitres de votre essai. Et vraiment pour conclure cette belle conversation, euh, j'ai une dernière question Oui. à vous poser. Donc, qu'est-ce que vous souhaiteriez que le lectorat retienne de votre œuvre, de votre livre? Ce que je voudrais qu'ils retiennent, c'est que le judaïsme n'y est pour rien dans le sionisme et que vraiment que le sionisme est une terrible idéologie coloniale et qui est porteuse de malheur, hein, de malheur d'abord pour les Palestiniens et maintenant pour d'habitants des pays arabes et puis maintenant pour les Iraniens aussi. Donc voilà, et que bon ben et qu'il faut le savoir et que c'est pas que le sionisme n'a jamais proposé une issue pour les juifs. Cela étant, il faut aussi combattre l'antisémitisme. Et si le sionisme a été tellement fort et est tellement fort, c'est que c'est en raison de l'antisémitisme non seulement européen, mais aussi des États-Unis, du Canada, qui n'ont pas accueilli les Juifs qui fuyaient le nazisme, dont ma propre famille, donc qui s'est vu refuser l'entrée aux États-Unis et qui a été refoulé. Donc il y a ça, je pense que c'est vraiment important, à la fois de lutter contre l'antisémitisme de façon radicale, mais aussi de prendre conscience du fait que le sionisme est une idéologie coloniale et que, comme toute idéologie coloniale, elle doit être combattue, ce qui ne signifie pas de mettre les juifs qui vivent sur ce territoire à la mer, ceux qui veulent partir, qui partent, mais d'imaginer des façons de vivre ensemble, comme on avait essayé de l'imaginer, par exemple, en Afrique du Sud. Parfait. Mais je vous remercie Merci à sincèrement. vous, merci Oui, beaucoup. c'était une très belle conversation. Merci. Merci beaucoup.